L'ouvrage qui est présenté aujourd'hui, donc il est là et vous le trouvez également derrière vous par la suite si vous souhaitez vous le procurer. C'est un ouvrage qui est construit à partir des communications qui ont été présentées à la Faculté des Lettres de Sciences Humaines et Sociales de Sousse à l'occasion d'un séminaire sur l'égalité entre les sexes qui a eu lieu au mois d'octobre, 27 et 28 octobre 2021. Alors ce séminaire, si je comprends bien, avait la particularité d'être une collaboration entre l'association Perspective et la faculté, ce qui est en soi inhabituel. En tout cas, je ne vais pas dire que c'est une exception, mais c'est inhabituel. Voilà, M. Hamri est un compagnon de route de longue date de l'IRMC et un sociologue qui a organisé bon nombre de colloques avec cette institution, et notamment un colloque qui était intitulé « Les changements sociaux en Tunisie ». Alors je ne sais plus, c'était 98 ou 99, mais c'était dans ces eaux-là. Hein, donc c'est un autre siècle quand même. 98, un autre siècle. Voilà. Tout va bien, on est encore sur la lancée. Sur la lancée et compagnon de route, ce qui est très très agréable et vraiment quelque chose que je voulais souligner. Il y a donc, pardon, au-delà, Sylla aussi a été professeur de sociologie à l'Université de Tunis et à Tunis Al-Manar, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, d'articles et de collectifs. Donc il a formé bon nombre de sociologues et d'anthropologues d'aujourd'hui et a développé une réflexion originale sur la notion de rupture en amont, c'est-à-dire en tant que phénomène social, et de rupture en aval, c'est-à-dire en tant que solution. Ces ruptures ont été étudiées à travers 4 thématiques principalement: celle des femmes, la thématique de la tribu, la thématique de l'islam et celle du développement local. Alors dans cet ouvrage, ce n'est pas tant des femmes dont il est question que de l'égalité entre les sexes. Et ce qui, nous le savons, renvoie à des questions de pouvoir et des questions de politique de société. Donc c'est de tous ces aspects qu'on va avoir l'occasion de discuter ensemble. Juste pour terminer, je voulais dire que l'ouvrage est composé de 5 communications et d'un prologue, qui est donc rédigé par vous-même et que vous avez coordonné l'ensemble. Et une des choses vraiment à souligner et des choses importantes, c'est que c'est un ouvrage bilingue. Donc une des questions certainement qui émergera au cours de cette conversation, c'est justement sur cette dimension bilingue de l'ouvrage. Comment est-ce que ça s'est passé, comment la décision a été prise, quelles ont été les difficultés que vous avez trouvées dans les traductions ou dans l'écriture même des textes. Peut-être que certains textes ont été écrits en arabe puis traduits en français, je ne sais pas. Et quels avantages en avez-vous retirés donc de la traduction, et j'entends de la réflexion menée autour de la traduction, à la diffusion, parce qu'évidemment c'est un des aspects importants lorsqu'on fabrique un livre. Je voulais aussi signaler que tout récemment, en 2019, donc le temps passe vite, M. Hamri a édité et introduit un recueil de textes de Tahar Haddad qui est publié dans la petite collection Pensée d'hier pour demain du CETIM, qui est le Centre Europe Tiers-Monde à Genève. Donc voilà, ça c'est un ouvrage dont on ne discutera pas. Alors il y a aussi ça, mais je ne le connais pas. Je vous le montre. C'est Genre de citoyenneté à l'ère de la mondialisation. Donc sous la direction de Alosi Hamri et Ramola Ramtogoul. Et de l'Afrique du Sud. Voilà, qui est en Afrique du Sud. Oui, chercheur de l'Afrique du Sud, dans le cadre de Codessia. Et évidemment celui-là. Oui, alors mais ça fait partie des ouvrages que Raoula va évoquer, parce qu'on s'est partagé la parole, mais bien sûr, il y a ce que disaient vos ouvrages dans l'ensemble sur la femme rurale dans l'exploitation familiale, qui est un
des ouvrages sur la femme rurale qui met justement en lumière toute l'importance que les femmes ont dans ces exploitations rurales, importance qui n'a pas toujours été étudiée à leur juste valeur, à leur juste mesure. Voilà, alors pour tenir le temps, donc je propose que Raoula présente rapidement le cadre dans lequel se situe cette présentation, puisqu'il y a Raoula Matri, qui est donc socio-anthropologue que vous connaissez tous, je n'en doute pas, et Kma Bendana présente un séminaire, et donc Raoula va nous le présenter, et puis ensuite, là aussi vous aurez la parole pour 20 minutes pour présenter l'ouvrage, et on continuera avec Madame Delphine. Alors, à mon tour, merci Katia. À mon tour, je souhaite la bienvenue à nos deux invités, Sila Rousselamri, à Madame Hija Khafir et à l'assistance, pour la 6e séance du séminaire Chercheurs et féministes, engagement et production scientifique. Je remercie nos deux collègues Sila Rousse et Madame Khafir d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette séance de rentrée est construite à partir de la présentation de l'ouvrage collectif que Katia vient de présenter brièvement et qui fait écho à notre séminaire. Il s'intitule L'égalité entre le sexe et l'ouvrage a été publié en 2022 sous la direction de Sila Roussi et Madame Khafir discutera les principales idées présentées. Et avant de donner la parole aux invités et d'introduire rapidement le collectif global du séminaire, je me permets de noter que nous accueillons aujourd'hui un chercheur féministe. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont suivi les séances précédentes, vous avez dû remarquer que ce séminaire vise à développer une réflexion autour de la production scientifique des femmes chercheurs. Nous essayons de choisir dans la catégorie professionnelle des chercheurs celles qui travaillent sur les femmes et ou sur le genre dans les différents champs de recherche au Maghreb. Sur la durée, nous cherchons à articuler les subjectivités des chercheurs avec les intérêts scientifiques. Les témoignages des universitaires sur leur carrière professionnelle dans l'enseignement comme dans la recherche nous renseignent sur les expériences académiques et scientifiques comme des situations particulières qui éclairent par d'autres portes les conditions de vie et de travail des femmes. Ces entrées, par la profession d'enseignants et de chercheurs, nous apportent d'autres éléments, également sur les problématiques rattachées au genre, ainsi que sur l'évolution des sciences humaines et sociales en Tunisie et au Maghreb. L'idée principale des rencontres que nous organisons dans le cadre du séminaire Chercheurs et féministes, engagement et production scientifique, est de partir du vécu des chercheurs qui sont à la fois des femmes, des professionnels et des citoyennes, de les faire parler de leur carrière, de leur objet de recherche, de leur lien avec les collègues et les étudiants et les étudiantes, de leur façon de croiser la vie personnelle, les convictions militantes et les choix de travail, afin de saisir la manière dont leur engagement se traduit concrètement dans l'exercice du métier d'enseignant et dans les pratiques de la recherche. Au cours des séances précédentes, pour faire vite, nous avons accueilli plusieurs panels représentant différentes professions universitaires. Madame Laila Blili, historienne, Madame Jelila Tritter, littéraire, 3 psychiatres universitaires et praticiennes, Madame Belhaj Ahlem, Rim Rachem et Fatma Shafi, 3 juristes, Madame Kalfoum Mziou Dorai, Madame Monia Benjmir et Madame Salsabil Qlibi. Fatma Soudir, comme sociologue, et Fatma Boufnik, économiste, les deux algériennes, et Yamina Mathlouthi, une économiste tunisienne, ont animé la 3e séance. Ou la 4e, je pense. La 4e. Autour de l'ouvrage Comme nous existons, publié par Actes du Sud 2021, de la sociologue et écrivaine Kawthar Hashi, l'anthropologue Perrine Lachenal et la danseuse Céline Douce ont apporté leur point de vue à partir de leurs travaux sur le thème de double présence et expression de soi.
Pour la séance d'aujourd'hui, qui est la 6e du cycle, nous avons le plaisir d'accueillir un collègue sociologue et une collègue spécialiste de littérature et de civilisation arabe. Tous les deux ont consacré des travaux aux femmes et se sont intéressés à la question du genre dans leur enseignement et leur écrit. Sila Arossi a été présentée par Katia. Je vais citer quelques publications parmi les nombreuses publications d'articles, d'ouvrages et de collectifs de Sila Arossi. Je cite Les femmes soufis ou La passion de Dieu, publié en 1997, La femme rurale dans l'exploitation familiale, le nord-ouest de la Tunisie, pour une sociologie des ruptures, publié en 2003, La femme comme alternative d'ensemble, publié en 2004, et Citoyenneté, démocratie et genre, le principe féminin comme alternative d'ensemble à la société actuelle, publié dans l'ouvrage collectif qui vient de présenter, de le montrer tout à l'heure, et il est publié en 2014. L'ouvrage dont il est question aujourd'hui, L'égalité entre les sexes, il est paru en 2022. Comme l'a présenté Katia à l'issue des actes d'un séminaire organisé à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines en collaboration avec l'association Perspective. Je reviens sur Madame Hijr Khanchir. Elle est enseignante-chercheur à l'Université de Carthage. Elle est spécialiste de civilisation et de langue arabe et des études de genre. Elle enseigne également dans le cadre du master genre à l'Université de la Manouba. Madame Khanfil interviendra en arabe et nous traduisons au fur et à mesure ses idées pour ceux et celles qui le souhaitent dans la salle. Madame Khanfil est membre de plusieurs groupes de recherche travaillant sur la question de l'islam et la culture et sur les types de masculinité. Parmi ces publications, nous signalerons deux. La question de l'amour et du désir dans les études de Nawel Sartem, en 2017, et les problématiques du discours féministe durant la deuxième moitié du XXe siècle, publié en 2022. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre, je précise que vous avez la parole pour 20-25 minutes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si jamais je dois vous entendre. D'accord. Comme ça, que les choses soient dites. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir accueilli pour parler de ce livre-là. Je vous remercie évidemment de l'IRNC, en personne de la directrice, Madame Katia Passevin, que je connais depuis longtemps, et c'est un honneur pour moi d'être ici et d'être invité par cet établissement. Je remercie aussi les responsables du séminaire, Marbendan, la collègue, et Raoul Matri aussi, collègue. Et ex-étudiant. Je n'allais pas le dire parce que notre chercheur confirmé. Je remercie aussi les organisateurs qui ne sont pas là et qui ont donné de leur temps, de leurs moyens. Je cite ici Rosa Luxembourg, la fondation qui nous a financé pour faire ce livre, pour faire le séminaire aussi. Je remercie Perspective, parce que c'est rare qu'une association, malheureusement dans notre pays, s'initie dans ce genre d'exercice, publié, édité, aller de l'avant pour poser des problèmes, aussi bien théoriques que pratiques, surtout parmi les questions les plus brûlantes par lesquelles passe le pays. Et je remercie aussi les participants. J'aurais bien voulu qu'ils soient ici pour qu'ils présentent chacun de son côté et chacune de son côté sa contribution. Ce sont des contributions importantes. Je citerai celle de Moussa Abdjlil qui pose le problème des textes islamiques et leur position à l'égard de l'égalité entre les sexes, d'un point de vue critique très important. Le texte de Ned El-Hammami aussi, qui pose le problème, mais en confrontant la question avec ce qu'a fait la COLIB, la Commission des libertés individuelles du temps de Gérard, ceci un point de vue critique qui va dans le détail même des propositions de la COLIB pour dire que finalement ce sont des propositions qui sont des propositions telles fiqhiyya, c'est-à-dire rafistolage. Il n'y a pas de position claire, radicale concernant par exemple
l'égalité dans l'héritage. Il y a aussi l'intervention d'Habib Eshkil, qui est de type juridique et qui passe en revue les différentes lois par lesquelles est passée la Tunisie concernant l'égalité entre les sexes, à commencer par le CSP, le Code du statut personnel, en finissant par la parité après 14 janvier 2011. Après, évidemment, le papier de Khawla Matri, qui est un survol historique et anthropologique sur de la question de l'égalité entre les sexes, dans lesquels il y a des questions fondamentales de ce thème-là qui ont été donc abordées, et puis l'intervention de Mme Afef Guerreri, qui a essayé de voir le travail des femmes dans le secteur des soins, travail non rémunéré surtout, et quelles sont les conditions dans lesquelles ces femmes travaillent. Et puis mon intervention. Voilà, un peu pour présenter, en tant que directeur de publication, tous les participants qui m'ont donné de leur temps, de leur effort pour que cet ouvrage soit publié. Je vais passer, avec votre permission, à mon intervention qui est intitulée « Égalité ou justice ». Jusqu'à maintenant, les mouvements féministes partout dans le monde ont tablé sur la question de l'égalité entre les sexes. Pourquoi ai-je osé de mettre cette question-là sur le tapis et de dire que est-ce que le terme justice ne conviendrait pas mieux que le terme égalité? Ce n'est pas que je conteste le terme d'égalité, c'est un concept important qui fait partie de la philosophie morale, depuis les Grecs, même avant jusqu'à aujourd'hui, et il serait prétentieux de ma part de venir déboulonner un concept qui a quand même fait sa gloire, qui a fait son temps, qui a fait ses générations, qui a fait ses écoles, des écoles entières qui ont pris pour emblème l'égalité. Je dois vous dire que ma découverte de cette possible hésitation concernant le terme égalité, je commencerai par parler de mon hésitation de ce concept. C'est l'empirisme, ce n'est pas les théories, ce n'est pas les livres. Tous les livres on me parle d'égalité, de Platon, d'Aristote jusqu'à aujourd'hui, et les principes des constitutions est fondés sur l'égalité. Bon, donc un chercheur dans un pays jeté à la périphérie des centres de la recherche, comment peut-il se permettre de venir poser le problème de l'égalité, à dépoussiérer un tout petit peu, à titiller peut-être un tout petit peu, à montrer que j'ai une position hésitante un tout petit peu. Eh bien, j'ai cru pouvoir petit à petit me rendre compte que c'est une découverte. Et comment? C'est que dans mon contact avec le terrain, pour moi le terrain c'est la source de la connaissance, ce n'est pas les livres sont l'expression et le reflet du terrain. Ils peuvent devenir une source à partir du moment où ils sont fidèles au terrain, c'est donc en tant que reflet du terrain, de la réalité, que les livres, que les théories sont considérées, sont appréciées. C'est à cet homme-là. Mon enquête, je l'ai faite dans plusieurs régions et la plus importante, celle qui m'a ouvert les yeux sur cette question-là, c'est la région de Boussel. J'y suis allé, j'ai fait une enquête sur 200 femmes paysannes travaillant dans de petits lopins de terre, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, dans l'irrigué, dans toutes sortes de formes d'exploitation de la terre, bali, enclavées, désenclavées à l'intérieur des montagnes, dans des sites physiques escarpés. Et j'ai pu faire un modèle de 6 types d'exploitation familiale dans lesquels les femmes travaillent. Les 6 cas, les 6 types d'exploitation familiale dans lesquelles les femmes paysannes travaillent, j'ai essayé de recenser dans ces exploitations le nombre de tâches dont s'occupent les membres de la famille, de la paysanne, le mari, elle et ses enfants. Et j'ai trouvé qu'il y a 32 tâches, en gros,
je les ai recensées une à une, les labours, les semailles, s'occuper du bétail, s'occuper des volailles, s'occuper... Alors, il y a des tâches journalières, les plus fréquentes, dont s'occupent généralement les femmes. Il y a quelques-unes des tâches journalières dont peut s'occuper un homme, des tâches hebdomadaires, des tâches mensuelles, des tâches saisonnières et des tâches annuelles, comme la moisson, par exemple. Et j'ai vu que la femme est centrale dans presque toutes ces tâches-là. Dans ces 32 tâches, il y a la grande majorité de ces tâches-là où la femme est présente. Elle est présente avec un budget temps. J'ai budgétisé le temps par jour, par semaine, par mois, par saison et par an, selon l'activité. Et j'ai trouvé que ces femmes-là, ces paysannes, sont centrales. Et le terme de centralité s'est imposé à moi comme donnée du terrain, comme donnée empirique. À partir de ce moment-là, j'ai vu qu'aujourd'hui, parler de l'égalité, que la femme ait le même sort que l'homme à partir du moment où il y a un principe que l'on connaît très bien, à chacun selon son travail, c'est un principe quand même. Et si à chacun selon son travail, on n'essaie pas de l'appliquer, et de demander à ce qu'une revendication du mouvement féministe s'intéresse à ces questions-là pour dire justice aux femmes et pas seulement égalité. Je dis pas seulement, je ne dis pas non-égalité. On peut passer par un stade d'égalité, de demander l'égalité. Les mouvements féministes peuvent le faire, ça dépend des pays, ça dépend des conditions subjectives, ça dépend du niveau de mobilisation. Il y a certains pays qui vous disent, pour nous, l'égalité, c'est déjà quelque chose. Bon, vu la prégnance du patriarcat, d'une idéologie masculiniste, bon. Mais ce serait une question tactique, une question liée à l'État, aux forces en présence, au rapport de force qui se trouve à ce moment-là et qui dicterait, à partir d'une position, alors là, politique, foncièrement politique, en tant qu'éthique de responsabilité, et là je rejoins, j'aime bien la distinction que fait Weber sur l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est que justice et pas seulement égalité, c'est la conviction intime. La responsabilité pourrait peut-être nous imposer le fait de considérer le terrain, de considérer les questions politiques du rapport de force, pour dire oui, on doit passer par la question de l'égalité, pour que par la suite, on puisse arriver à la question de justice. Et même, si on arrive un jour à la question de justice, ce serait toujours une étape. Parce qu'il n'est pas dit que la connaissance est une connaissance absolue, que les objectifs à atteindre sont des objectifs absolus. On n'est pas à ce moment-là au niveau de l'oméga de Teilhard de Chardin. On n'est pas dans un domaine déiste, d'absolu religieux. On est dans un monde qui évolue. Les mots d'ordre, les objectifs, les notions d'égalité et de justice évoluent aussi, avec les acteurs aussi. Et à ce moment-là, on pourrait, si on veut réfléchir à une société équilibrée, on pourrait repenser le terme d'égalité, mais alors là, dans d'autres conditions, de nouvelles conditions, qui seraient nées d'une évolution différente de celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, j'ai une lecture dialectique de cette notion de justice et d'égalité. Je n'ai pas une conviction fixiste. L'égalité, non, la justice, oui, à tous les coups et dans n'importe quelle étape par laquelle on passe, mais tout simplement, il faut l'avoir à partir de certaines conditions historiques par lesquelles passent les populations, passent les sociétés. Et pour moi, en sociologue, je suis peu philosophe peut-être, l'objectif est toujours la société, changer, amender la société. Et pour l'amender, la société, ça demande le changement des mentalités. La chose la plus difficile qui puisse évidemment se faire, c'est changer la mentalité quand, entre-temps, nous avons une religion, nous avons une mythologie, nous avons des idées, des stéréotypes, nous avons des habitudes, nous avons des socialisations que nous avons reçues durant toute notre vie, qui font qu'il est difficile de se départir de certaines idées qui ont pris corps, qui ont fait corps avec nous, et dont on ne peut pas se séparer facilement. Donc le changement social, si changement social il y a, au niveau des mentalités, au niveau de la culture, au niveau de ce que peut-être Marx appellerait la superstructure,
au niveau de ces données parfois symboliques, et qui ne se disent pas, et qui vivent dans l'occulte, dans le souterrain des relations. Ces questions-là ne peuvent pas être abordées comme ça en un jour, en un siècle, ou en une génération. C'est une affaire qui devrait être posée, réfléchie, abordée et, je dirais, traitée dans le long terme. Et le long terme, le très long terme même. J'aime bien l'expression de Merton qui dit que aujourd'hui fini l'âge des théories, nous sommes à l'âge des mid-range approach. C'est-à-dire que si la théorie nous donne une vue d'ensemble d'un phénomène dans le long terme, aujourd'hui, vu l'accélération historique par laquelle on passe aujourd'hui de plus en plus, le temps est court. Et on ne peut plus réfléchir dans le temps long, tel que Brodel, par exemple, l'a présenté. Et Merton dit qu'aujourd'hui, de plus en plus, celui qui veut proposer un thème de changement, pour changer, il ne peut changer que dans le cadre du mid-range, un changement à moyen terme. Et le moyen terme, pour lui, c'est une... mais le moyen terme suppose aussi que l'on se mette sur les épaules des géants. Les géants, ce sont les grands penseurs qui, par leur approche approfondie des phénomènes, plus on monte sur leurs épaules, plus on voit loin devant nous. Et plus l'approche du moyen terme s'approche de plus en plus du long terme. Et Merton dit que si on veut aborder les questions du changement social, changement par exemple des mentalités dans le cas que je suis en train de présenter maintenant, il faudrait que l'on se mette sur les épaules des géants, les les philosophes sont géants, je parle des philosophes là, parce que c'est la vue la plus longue que l'on ait eue jusqu'à maintenant dans le cadre des disciplines. Si on a comparé des disciplines des sciences humaines et sociales, la philosophie c'est la vue la plus longue, après elle évidemment l'anthropologie, et à partir de ce moment-là, on va se mettre sur les épaules des philosophes, on se rend lieu, si vous me permettez, les anthropologues, pour qu'on puisse voir le plus loin possible, et avec cette vue-là, on peut apprécier le moyen terme. Donc la question des mentalités, la question du changement de la culture, d'une société. Et aujourd'hui, le terme que j'emploie est dépassé. Est-ce qu'il y a une société? Nous sommes dans un monde mondialisé. Nous sommes dans des sociétés qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et la situation se complique davantage plus on avance dans l'histoire, plus la complication est complexe. Et à partir de ce moment-là, la réflexion devrait s'adapter à ces nouveautés qui sont en train de surgir avec les découvertes scientifiques, avec les découvertes techniques, avec les nouvelles approches dans lesquelles ce qui est passé, ce qu'on a su sur les théories est dépassé pour aller dans le sens tel que l'exemple que je viens de dire sur les approches à moyenne portée. Donc à partir de ce moment-là, il y a des changements, il y a une accélération de l'histoire telle que aujourd'hui, tout ce que l'on peut dire, c'est avoir une attitude. On ne peut pas affirmer une théorie. Une théorie est par définition quelque chose, c'est un système fermé d'idées qui sont cohérentes et la fermeture est le symbole de la cohérence. Aujourd'hui, de moins en moins, on parle de vérité dans le sens du système donc fermé. Et la connaissance, si connaissance il y a aujourd'hui, devrait être ouverte. Et si société aujourd'hui, devant la complexité imposée par la mondialisation, la globalisation, elle ne peut être qu'une société ouverte. Et c'est avec ces notions-là que l'on peut aborder la question de l'égalité entre les sexes, à concevoir dans la perspective de la justice entre les sexes, laquelle elle-même est à remettre en cause dans une nouvelle perspective en fonction des données qui peuvent surgir par la suite. C'est dans ce cadre-là que j'ai proposé, à côté de l'article sur l'égalité entre les sexes ou justice, des paragraphes sur la société ouverte. Et on ne peut pas concevoir aujourd'hui la condition féminine sans la relier à la société. Et quel type de société? Et là, je critique la démocratie. La démocratie est un système fermé. C'est un système historique daté.
Il a été conçu à partir de la civilisation hellénistique, et si on revient aux données précises de la naissance de la démocratie, et puis on voit ce à quoi elle a abouti aujourd'hui, le traité de Maastricht, qui a fait l'Union européenne comme entité démocratique, nous retrouvons les mêmes thèmes qui reviennent. L'idée centrale de la démocratie, c'est l'axe central de la démocratie, c'est la citoyenneté. Or, n'est citoyen que celui qui est inscrit dans le registre du DEM, dans le registre à Athènes, et quand on est enregistré, né, enfant du pays, participant à la vie civique et civile du pays, on est citoyen. Et c'est ce terme-là de citoyen qui continue à régir la citoyenneté en Europe. Un immigré est toujours un immigré en Europe. Les femmes ne sont pas toujours aussi... Bon, il y a eu des évolutions, ne soyons pas pessimistes et ne critiquons pas à tout bout de champ. Mais même s'il y a eu des changements au niveau des femmes en Europe, elles sont venues après. Mais au départ, la notion de la démocratie était une notion qui est liée à la notion de citoyenneté, la citoyenneté étant accordée à ceux qui sont enregistrés, connus pour être les enfants du pays et qui doivent subir la notion de la souveraineté. Ils sont dans le cadre d'une souveraineté. D'ailleurs, les pays européens, les pays occidentaux, tous parlent en termes de souveraineté. Mais si nos sociétés à nous, les pays du Sud, ne sont pas souverains, c'est parce que ce sont des conditions de l'ouverture, une ouverture souvent venue de l'extérieur, qui fait que même la notion de la démocratie, si elle naît quelque part, elle naît toujours dans le cadre d'une dépendance de quelque chose qui se trouve ailleurs, un centre. Et nous sommes toujours une démocratie à la périphérie des autres démocraties, des démocraties centrales. Après, j'ai mis un flux de paroles et ça me bloque. Alors, ce sont donc nous sommes une démocratie, je parle de la Tunisie, une démocratie périphérique par rapport à la démocratie centrale, si on admet, et encore faut-il admettre que nous sommes une démocratie, ce que personnellement je conteste. Donc à partir de ce moment-là, c'est dans le cadre d'une société ouverte que les notions d'égalité et de justice sont appréhendées, et c'est avec cela que je terminerai pour ne pas abuser du temps qui m'est imparti. Et merci. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention et pour le temps de l'intervention aussi. C'est vrai que du coup, ça vous a obligé à accélérer, j'en suis désolée. Mais on passe la parole directement à la parole à Jaïs. Si elle a des questions, c'est là aussi pour échanger. أتكلم بالعربية. وأرى أن هذا يتطابق مع الكتاب الذي كان بدوره ثنائي اللغة مزدوج اللغة بالعربية والفرنسية. وبحكم اختصاصي باعتباري من اللغة العربية إلى اختصاص لغة عربية حضارة وآداب ولغة عربية. أشكر صديقتي خولة المطري على الدعوة، أشكر المعهد الدراسات على الاستضافة، وسعيدة بلقاء الأستاذة قمر بن دينا والتعرف على أستاذنا العروسي عمري. إذا هذا الكتاب يصب في معناها مهامي الأساسية ومشاغلي الأساسية الفكرية، لأنني في الحقيقة اختصاصي الضيق هو الدراسات النسوية والجندرية. وكما ذكرت صديقة خولة كان لي هذا الإصدار هذه السنة، وهو في الأصل أطروحة الدكتوراه، إشكاليات الخطاب النسوي العربي في النصف الثاني من القرن العشرين. فيما استمعت إليه من مداخلة الأستاذ العروسي العمري وهو يقدم الكتاب، تحدث عن الديمقراطية، تحدث عن المجتمع المفتوح، عن أشياء كثيرة مهمة جدا في علاقتها بالمساواة بين الجنسين، ولكنني كنت أنتظر ماذا سيقول في إطار الحركات النسوية ودورها، رغم أن هذا الموضوع وقع تجاذبه في كثير من مقالات الكتاب. وفي المقدمة كذلك كنت تعرضت سيدي إلى ذلك. يهمني كثيرا هذا الأمر. سأقف قليلا بسؤالين على الأقل حول الحراك النسوي
وموقفك منه. أولا في تقديمك للحراك النسوي يعني تحدثت أكثر عن الحركات النسوية التي كانت سليلة اليسار. نعم. وأشرت قليلا إلى النسوية الإسلامية ودورها، ولكنني افتقدت ما كان موقفنا من البدايات التي كانت مع الاتحاد النسائي الإسلامي والبشيرة بن مراد سنة 1936. لم أجد أثرا لذكر أول جمعية في تونس نسائية، حتى ولو كان ذات إيديولوجيا إسلامية. ولا ننسى أن البشيرة بن مراد هي ابنة الصالح بن مراد صاحب كتاب الحداد على امرأة الحداد. لا أدري ما سبب إخفاء ذلك، هل كان هذا مقصودا أم كان أمرا غير مقصود؟ وأعتقد أن مسألة المساواة بين الجنسين كمسألة هامة وأنا تعرضت إليها في أطروحتي، مسألة هامة جدا وجوهرية في تجاذب مسألة حقوق المرأة عموما. أعتقد أن القضية صارت إشكالية ليست هدفا في حد ذاتها، بل وسيلة للصراع بين النسويات المختلفة. يعني النسوية الإسلامية تأخذ هذه المسألة من جهة ماذا؟ أن الإسلام من مقاصده المساواة، من مقاصده الدفاع عن كرامة المرأة، من مقاصده أنه كرم الله المرأة، وبالتالي المساواة بين الجنسين أمر معناها محسوم فيه من أرضية إسلامية. والنسوية اليسارية صح التعبير أو العلمانية تقول أن المساواة إذن هي باراديغم كامل، يعني أتى مع حقوق الإنسان، منظومة حقوق الإنسان في تعالق مع الحرية، مع الديمقراطية، مع إذن مجموعة من المفاهيم الكبرى والقيم الكبرى. أرى أن المساواة بين الجنسين في نظري رغم تطرحها بأشكال مختلفة هنا في هذا الكتاب، أرى أن هذه القضية صارت عائقا لتقدم الخطاب النسوي، لأنها فقط صارت رحى صراع نسوي، كل يريد أن يثبت نفسه، كل تيار يريد أن يثبت ذاته من خلال جذب هذه المسألة لساحته ونفيها عن الساحة الأخرى. ثم أن الصراع بين المساواة بين الجنسين تكفي الأقليات، تكفي الهويات. أذكر ذلك لأنني مهتمة كثيرا بمسألة الهويات اللامعيارية. عندما نعتبر أن المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي يدافع عن المساواة بين الجنسين، أين هي بقية الهويات الأخرى؟ مجتمع الميم أو المثليين أو لا أدري ما يسمى بالأقليات، وأضع الأقليات بين ظفرين لأنها أيضا هي نوع من الوصم لهذه الفئة. فلا أجد في هذا الكتاب تناولا للمساواة بين، وتحدث عن كل مقالات سيدي، لا أجد تناولا للمساواة بين الجنسين من وجهة جندرية حقيقية، بل هي وجهة نسوية تقليدية جدا، سواء كان من نقدها أو من كان يدافع عنها. ثمة إهمال للهويات كما قلت اللامعيارية في هذا الإطار. بالنسبة للعدل والمساواة، أنت تذكر في مقالك أنك تطرح مفهوم جديد للعدل، ليس ذاك الذي يتناوله الإسلاميون، العدل والإنصاف إلى غير ذلك. حقيقة وددت ولو أنك تعرضت إلى ذلك بإسهاب فيما ذكرته، ولكنني ما زلت بحاجة إلى استيضاح المقصود من العدل حسب رأيك، ولما هو أهم وأنسب من المساواة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية. أعتقد أجد في ذلك نوعا من المحافظة على مفهوم العدل بمعناه التقليدي، أو أنني لم أستوعب ما أردته من خلال هذا المفهوم. J'ai posé je vais résumer, Alors, j'ai posé deux questions à la Russie. Premièrement, la distinction que tu fais, la Russie, entre la question, l'islamisme de type occidental, si je puis dire, qui aurait des racines ou des origines ou des références
autour des idées de liberté, d'égalité, de démocratie et donc des idées un peu de gauche. Et tu l'interroges, tu l'interpelles sur l'islamisme, le féminisme islamique, dont on a un exemple, en tout cas historique, en Tunisie, dans l'expérience de Bchira Benmrad, qui a fondé une association en 1936. Alors, elle est bien la fille du Cheikh Islam Benmrad, mais elle t'interpelle là-dessus, elle voudrait que tu réagisses. Et puis la deuxième question, elle t'interpelle aussi sur la façon dont tu as distingué al-adl wal-insaf du terme justice. Et là aussi, elle voudrait que tu sois un peu moins traditionnel, ou en tout cas que tu ailles un peu plus dans la comparaison entre ces deux réservoirs de référence, si tu veux les commenter. J'ajouterai autre chose que Hijr l'a bien mentionné, c'est son critique générale pour l'ouvrage, qui traite de la question de l'égalité entre les sexes et qui ignore ou marginalise les autres identités dites non normatives. Merci. Bon, alors, je vais essayer de répondre. Je ne suis pas censé répondre. Ça y est, tu es torpillé déjà. Je suis tout à fait torpillé, oui. Alors, moi, Bchira Benmrad, la seule Monsef, je l'ai connue à travers Monsef Benmrad. On a travaillé tous les deux dans le journalisme. On a travaillé tous les deux dans le journalisme. J'étais avec lui dans le journal Réalité et je connais bien Bchira Benmrad. Je connais la maison à Hamdoulin, je les connais bien. Et au contraire, je considère que ce qu'elle a fait est quelque chose de positif et je considère qu'elle a participé, elle a mis un des jalons du mouvement féministe tunisien. Pour moi, le mouvement féministe tunisien n'est pas l'apanage ni de la gauche ni de la droite. Il est un mouvement qui dépasse les catégorisations politiques, il est lié aux conditions des femmes, et même aux conditions de la société, ça dépasse même les femmes. Dans beaucoup de mes écrits, je dis que c'est une question sociale, c'est une question qui est liée à la société, à un autre type de société. Donc j'inclus là-dedans, évidemment, ce n'est pas un individu, Bchira Benmrad, vous parlez d'un symbole, de celui qui a pris le flambeau d'une contestation à partir de bases religieuses, dans les conditions du colonialisme aussi, il ne faut pas l'oublier, en tout cas de 1936, et que ça pouvait être donc positif. Je ne l'ai pas, et si je ne l'ai pas mis, parce qu'il y a tellement de noms de femmes de ce genre-là qui sont à mettre. J'imagine qu'il faut quand même écrire quelque chose, un mot, un paragraphe sur chacune d'elles. Je renvoie peut-être au livre même de Monsef Benmrad qui est sorti sur les femmes et révolution, dans lequel il donne une véritable galerie des femmes qui depuis l'aube des temps, depuis les temps auxquels il est arrivé, le plus lointain possible, le plus loin possible, et dans lequel, donc, je n'exclus pas, au contraire, je la considère comme faisant. Je vais même plus loin. Je considère les mouvements islamiques comme étant faisant partie du mouvement féministe, et que c'est une partie du mouvement, même si le point de départ peut être, et d'ailleurs je l'ai dit depuis Tasnif al-Harakat al-Niswiya, dans la typologie où il y a le nombre de types de mouvements islamistes que nous retrouvons dans la partie arabe, l'introduction dans la partie arabe, j'ai dit qu'il y a 4 types de mouvements féministes, en gros, et je les ai cités, et je considère que, évidemment, le mouvement, j'ai dit, à horizon islamiste, les mouvements féministes à horizon islamiste, au فوق إسلامي، وضعت النساء المتصوفات في هذا الإطار وقلت إنهن شاركن في إيجاد نوى قد لا نوافق عليه أنه شاركن هذا موضوع آخر لأمور idéologique. Mais j'ai considéré que les femmes soufis participent à leur façon au mouvement féministe, quand on voit l'époque dans laquelle elles ont vécu. Quand elles ont voulu partager les séances de débat avec les hommes en même temps dans une société qui était
je vais employer un terme sur lequel je ne suis pas d'accord et que je n'ai jamais employé, société dite archaïque, hein, et elles sont parvenues à s'imposer dans ce cadre-là. Donc, et puis pour moi, quand j'ai mis même des priorités. J'ai dit, je mettrai premièrement النساء القاعديات كحركة نسائية. يعني بالنسبة لي, pour moi, il y a le mouvement des féministes intellectuelles, des citadines, de ceux qui savent parler, qui savent présenter un discours, qui savent se défendre, qui savent quand elles vont dans un bureau et trouver l'administration et alors qu'elles attendent que se manifester, se révolter, et il y a celles qui sont dans la campagne, oubliées, délaissées, et pour moi elles ont plus de mérite que les féministes citadines. Ça, évidemment, je l'ai dit, et je les ai mises en premier lieu, disant aussi que ce sont elles qui produisent davantage la richesse que les citadines. En tant que femmes, dans le domaine agricole, qui produisent, qui donc travaillent et qui donnent une autre dimension au niveau de l'économie, donc elles ont une présence économique plus importante que les femmes qui sont dans la ville. Alors, concernant la question de l'Ansar pour l'Adl, j'ai dit quelque chose, j'ai dit que l'Adl, c'est quand on fonctionne selon le principe, chacun selon son travail. Tu travailles 18 heures, tu es payé pour 18 heures. Tu n'es pas payé pour 12 heures et ton mari prend 12 heures. Égalité, 12-12. Non, tu as travaillé 18 heures, tu es payé pour tes 18 heures et ton mari pour le reste de la journée, 6 heures. Alors pourquoi parlons-nous d'égalité quand la femme travaille davantage, elle est centrale dans les tâches au sein de l'exploitation? Pourquoi doit-on parler d'égalité? On doit parler, c'est dans ce sens-là que j'emploie le terme de justice. Je ne l'emploie pas dans le terme avec des références islamiques ou des références religieuses. Je suis même, j'allais dire anti-religieux, mais peu religieux. Non, même si j'ai écrit sur les femmes soufis, c'est par une empathie, par une sorte de nécessité de saisir les phénomènes de l'intérieur. Mon directeur de thèse, quand je lui ai envoyé, après avoir terminé la thèse et obtenu mon doctorat, on a écrit, ma femme et moi, les femmes soufis ou la passion de Dieu. J'ai eu tellement un discours de l'intérieur qu'il m'a dit c'est un livre de foi et d'intelligence. On m'a envoyé une mail, voilà, je vais lui dire la foi, je ne sais pas. Et l'intelligence, bon, merci pour le compliment. Bon, donc, c'est dire que même mon directeur de thèse, je ne suis pas venu à le rouler, entre guillemets. il a cru ce que je disais. C'est que je me suis mis de l'intérieur du mouvement et j'ai essayé de me mettre dans la peau des femmes. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'important et il faut restituer à ces femmes-là le droit de citer, le droit de s'opposer aux hommes, le droit de s'opposer au pouvoir politique, le droit d'avoir une place au sein de la mosquée convenable à leur et ça, c'est important pour l'époque. C'est important, ceci, donc, je considère que ces femmes-là méritent. Donc, le mérite, c'est le mérite indépendamment de ce que dit la loi. Et la loi, les juristes créent des lois d'égalité. Juste 50-50, alors le Parlement 50-50, on a vu ce que c'est. Hein, Parlement 50-50, alors il y a des islamistes, il y a des types de gauche, il y a des démocrates, il y a des... Qu'est-ce que je vais dire du Parlement qu'on a eu en Tunisie avec la notion de parité? C'est un cirque. C'est un cirque. Peut-être qu'on peut prendre le reste de la présentation. ولو بقي السؤال حول الهوية اللامعيارية Alors, concernant les minorités, est-ce que le combat pour l'égalité tel qu'il a été défini dans ce livre-là fait table rase et ne tient pas compte des luttes que font des minorités pour leur identité? Moi, je dirais que chaque société se pose les problèmes qu'elle est capable de résoudre. Moi, je n'ai pas de dictat d'en haut
qui dit voilà comment ça doit fonctionner. Les minorités, il faut en tenir compte. La société sait à quel moment, d'ailleurs, ce qu'il me dit, c'est pas moi. Les sociétés savent à quel moment elles doivent poser les problèmes quand elles savent qu'il y a possibilité de les résoudre. Ce n'est pas le refus de dire que ces problèmes n'existent pas, non. Mais les sociétés ont leur propre fonctionnement. Et je ne peux pas, moi, en tant que, je ne sais pas quoi, chercheur, ou élite, ou bourgeois, ou citadin, ou, dire que le problème des minorités doit être résolu. Mais la société ne le résout pas. Si je ne tiens pas compte et puis pourquoi si je ne tiens pas compte, pourquoi c'est moi qui dois décréter l'idée que ce problème doit être résolu? Pourquoi je ne le dis pas? La société elle-même fonctionne selon des stades d'évolution, selon ses niveaux de conscience, selon un certain nombre de tâches urgentes qu'elle est en train de réaliser. Venir demander à la Tunisie de résoudre les tâches que la France, par exemple, a posées en priorité chez elle. Ça peut être très vrai. Ce sont des principes peut-être moraux, mais qui ne sont pas d'actualité, qui ne sont pas encore posés pour nous. Il faut donc attendre jusqu'à ce que la société elle-même sente la profondeur de ces questions-là. On peut aider à la conscientisation, à rendre ces problèmes-là visibles et concrets. Mais dire que nous allons être l'élément déterminant dans la solution de ces problèmes-là, non. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, même si ce sont des problèmes, je ne crois pas que le citoyen tunisien, aujourd'hui, moi je vis 2 heures, 3 heures au café, je rencontre les gens, dès qu'on parle des flics, on commence à rigoler. Hein, les pédérastes, qu'est-ce qu'ils sont, on nous les met dans les plateaux, on nous provoque, ils comprennent cela comme une provocation, parce qu'ils n'ont pas intériorisé le phénomène. Il faut que d'abord il y ait des systèmes d'éducation à l'école, au sein de la famille, pour que ces problèmes-là soient discutés et exposés. À partir de ce moment-là, on peut poser. Donc moi je suis toujours pour une approche du dedans. Moi, je ne suis pas pour dire de l'extérieur, d'en haut, de manière tangente ou de façon périphérique, voilà ce que nous devons faire. Et si nous avons des pensées de ce que nous devons faire, cet impératif catégorique, il faut que ce soit vécu de l'intérieur, à partir des systèmes tels que l'éducation, tels que dans les équipes sportives, il y a une culture à initier petit à petit pour rendre les gens sensibles à ces questions-là. شكرا. على كل حال أنا أعتقد أن دور المثقف عموما هو التحسيس وهو التوعية وهو الاحتكاك يعني هو الذي يطرح هذه القضايا على المجتمع. المجتمع لن يفتح الأبواب بمفرده إن لم يكن هناك من يشعره بذلك، من يحسسه بهذا. على كل حال هنا ثمة اختلاف في الآراء في هذه بشكل عام يعني بين المثقفين بين أن nous faisons intellectuels ici dans cette salle, nous sommes en train de conscientiser ce qu'on peut, mais dire que nous sommes déterminants, c'est ça la question. الحسم بإيدينا احنا ام لا؟ ليس الحسم بإيدينا ما قلته انا، لكن اعتبر انه لا دور كنخب ويجب علينا ان نقوم بدورنا، وقمت بتصنيف النخب 3 انواع. النخبه الاداريه هي l'élite administrative qui dirige le pays. Le deuxième type d'élite, c'est le mainstream, qui répète ce qui se dit dans le cadre de la modernité, je ne sais pas quoi, tatati tatata. Hein. Donc ça c'est le mainstream. Et il y a ceux qui essaient de proposer de nouvelles choses, qui essaient d'ouvrir des brèches pour proposer des alternatives. Essayons d'être parmi les 3e. إن شاء الله. بالنسبة لمفهوم المساواة مرة أخرى يعني نجد أن الإشكالية الأساسية المرتبطة به وممكن حتى الرفض الذي يلقاه من قبل شريحة واسعة من المجتمع هو أنه يرتبط بالأرضية أو بالخلفية الرأسمالية وبالغرب أساساً. فالبعض يرفض هذا المصطلح الدخيل والوافد علينا ويقول إنه غير مناسب لثقافتنا، لخصوصيتنا، لهويتنا العربية الإسلامية إلى غير ذلك. عن المساواة، نتحدث عن المساواة ويرفض هذا الأمر ويعوضه، خاصة هنا نتحدث بطبيعة الحال عن الإيديولوجية المحافظة، لم نقل الإسلامية، التي تعوضه بالتكامل.
مفهوم التكامل. ونتذكر جميعا ما وقع في البرلمان من في إطار الدستور، وقضية كنا بالإمكان أن نتحدث عن التكامل أو ضرورة التنصيص على مسألة المساواة. أود أن أطرح السؤال: هل يمكن للمساواة أن تقطع هذا الحبل السري، يعني الحبل السري بالمفاهيم الآتية من الغرب، أن تكون مساواة ذات طابع عربي إسلامي؟ هل يمكن ذلك؟ Allez, à la question, est-ce que l'égalité peut rompre avec les amarres occidentales? Mais il y a des sociétés qui n'ont pas connu le terme égalité. Tu lis Pritchett, je ne sais pas les islamistes, tu lis Evans Pritchett, tu le lis dans La femme dans les sociétés primitives, c'est un livre, dans lequel il dit clairement que les femmes dans les sociétés primitives ont intenté un procès contre les Européens qui sont venus en Afrique du Sud, ce sont des sociétés primitives qui se trouvent dans l'Afrique du Sud, qui leur ont introduit la notion de l'amour. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire l'amour et qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Ça n'existe pas pour nous. Je vis avec mon mari, je vis avec mes enfants, nous sommes en osmose, peut-être l'idée de Tekem, peut-être, je ne sais pas, ils n'ont pas employé le terme Tekem. D'après Pritchett, je donne une autre pas de référence que les islamistes. Et nous sommes heureuses, et nos maris sont heureux, et nous sommes là. Et ils utilisent des termes que parfois les islamistes utilisent. Et nous sommes là pour avoir des enfants. C'est ça, c'est pour cela qu'on m'a proposé cet homme-là. Je me suis marié, et lui, il m'a proposé un viol, donc ça y est, on est marié, mari et femme, et on a des enfants, on est heureux. Ils lui ont dit, et l'égalité? On dit, c'est quoi ce terme-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas pour l'égalité, parce qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, j'ai dit, les sociétés ne se posent que les problèmes qu'elles vont résoudre ou pour lesquels elles ont déjà des problèmes vitaux. Ce n'est pas un problème vital pour ces sociétés primitives. Donc, est-ce que ce sont des notions qui nous sont venues de l'étranger, la notion de Moussaouet? Non. Évidemment, Moussaouet, évidemment, j'ai pris le cas extrême, évidemment, comme je l'écris d'ailleurs dans le livre, la copie zéro. Toutes les autres copies qui sont venues, les différents types de sociétés qui sont venues après la copie zéro, la société primitive, évidemment, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui sont déjà venues dans la notion d'égalité. Et on parle de liberté, on parle de... Quand on lit l'anthropologie, ce sont des découvertes à chaque instant. Alors, quand tu lis Machas Salem, il te dit âge de pierre, âge d'abondance. L'âge de la pierre, Asr al-Hijara ou Asr al-Wafra. L'âge où les gens mangeaient à leur faim, où il n'y avait pas de problème de famine, il n'y avait pas de problème de tension autour de l'alimentation, il n'y avait pas... Mais ce sont des notions qui doivent nous faire réfléchir à 30 000 km à l'heure pour saisir qu'est-ce qui s'est passé depuis, pour qu'aujourd'hui, avec la civilisation, on a faim. À l'ère de la civilisation, nous vivons, il y a des catégories sociales, il y a des sociétés où, si on ne sait pas combien il y a de centaines de millions de pauvres et de gens qui se nourrissent mal, on trouve que, bon, donc ce sont des choses qui nous obligent à repenser un peu la question des catégories que nous avons. La notion d'égalité, moi j'imagine que notre société a besoin de ce concept-là. J'ai dit tout à l'heure dans quel contexte, ce sont des contextes. Pour moi, tout est soumis au contexte. Il n'y a pas de concept absolu. Tout est lié au type d'évolution. On peut aujourd'hui revendiquer l'égalité comme étape pour arriver à la justice, pour après dépasser la justice et rétablir de nouveau l'égalité quand c'est الحيف. أسباب الحيف لكل اتنحت تولي تمام المساواة ما عادش أنا نخدم أكثر منك وأنت تخدم أكثر مني. Il n'y aura plus quelqu'un qui travaille plus que l'autre, tel que j'ai vu ça dans les exploitations familiales. Moi, toutes mes conclusions, je les ai dégagées du vécu des femmes sur le terrain. Je n'ai pas pensé ça, j'ai essayé de cogiter ça de manière théorique. C'est à partir du terrain, à partir de l'empirisme,
Et même si dans les livres je dis que la société, donc par exemple ce petit livre-là, ce fascicule, commentaire des textes de Taha Hadid, ben, je considère la position de Taha Hadid comme pertinent. Il est parti des textes islamiques pour revendiquer la libération des femmes. C'était dans les années 1930. Bon, il fallait donc, c'est à saluer ça. Je ne viens pas le condamner, lui dire « Oh, vous êtes basé sur des textes islamiques, ce sont des conservateurs. » Je commence à plaquer les concepts, conservateur, rétrograde, je ne sais pas, réactionnaire, patati patata. Lui a fait ça. Et maintenant, le CSP, pour une grande partie, on le doit, le code du statut personnel, on le doit en grande partie à ces propositions de Taha Hadid, que il a mis en relief, à matérialiser dans le code du statut personnel. Donc il n'y a pas de noir et blanc, il faut savoir, à mon avis, il faut être imaginatif. C'est là aussi, on va laisser finir. Ah, pardon. Oui, excusez-moi, vas-y. Non, j'allais proposer de terminer, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu poses encore des questions. Tu poses في الحقيقة أود سؤالك أيضا حول ما دام تحدث عن طاهر الحداد. طاهر الحداد طرح المسألة اليوم كان المجتمع لا يتساءل عن مساواة بين الجنسين. الذي يجعلك تقولين ان المجتمع الذي يتساءل، عشت معهم انت في الارياف؟ لا لم اعش، لكن تجربته لم اعش معه في الارياف. مثلا هو ثم تحريم في الارياف، ما ننساش فيه الراجل هذا يعمل ايش يحب ويجي يضربني ويسقطني وانا نحب نولي كيفه وناخذ زاد حقي زاد. الدليل على ذلك انه كان الدليل على ذلك ان حسب رايي ما يجعلني اقول هذا هو انه ذكر كشخصيه استثنائيه في الثلاثينات بإصداره كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع، وما ناله من ظلم ومن حيف ومن إقصاء إلى غير ذلك يدل على أنه أقدم على خطوة جريئة لم يكن محيط يعني ثقافي مهيئا لها، لم يكن هناك من عضده في ذلك. لو كان المجتمع عضو في Midori a été du côté de Taha Hadid. Alors, Taha Hadid a eu ses idées. فوددت الحديث عن مسألة المساواة التي طرحت في عصر النهضة. طرحت في عصر النهضة. لا ليست هذه النهضة. المساواة التي طرحت في عصر النهضة ليست بهذا الشكل تماما، وإنما من منطلق الشريعة. نعم، من منطلق الشريعة. بدءا من الشريعة. قاسم أمين، محمد عبده الذي شجع قاسم أمين على كتاب تحرير المرأة ومرأتنا الجديدة وغيرها، إذا كان من منطلق الشريعة. حاولت النهضة، فكر النهضة تحدث ليست حركة النهضة، أن تؤسس لما سماه الأستاذ منصف عبد الجليل في مقاله في هذا الكتاب بالإصلاحية المشوهة، أنها تقوم على التأويل وعلى التعسف على النص الديني حتى تتطابق المفاهيم الموجودة فيه مع القيم الجديدة الوافدة مع الغرب. أن نحاول، وإلى اليوم ما زلنا نسمع عن مفاهيم تحاول أن تجعل المساواة كومباتيبل معناها ومتوافقة مع المجتمع التونسي، نحكي على تونس بشكل خاص، بالعودة إلى الشريعة. ألسنا في إطار مواصلة نفس نسق فكر النهضة الذي يقوم على ما أتفق معه مع الأستاذ عبد الجليل فيه أنها إصلاحية مشوهة حقا؟ أليس من المفروض استسمحكم في استعمال عبارة للأستاذة رجاء بن سلامة أن تقول أن لا يكون بناء الذات التي نبحث عنها، ذات الرجل أو ذات المرأة، الاثنين ذات الإنسان، أن لا يكون بناءها وافدا علينا من الغرب ولا من التراث بما فيه الدين، وإنما أن يكون البناء من الداخل، أن تبني الذات نفسها من الداخل بما يتفق مع استعداداتها، مع آفاقها، مع أحلامها. متى نخرج دائما من مستوى النموذج الغربي، النموذج الإسلامي؟ لماذا نحن دائما مقيدون بهذه لماذا نتحدث
عن طموحات مفتوحة على شاكلة المجتمعات المفتوحة، مفتوح الأمر مفتوح. لماذا يجب أن يكون النمط الذي نبحث عنه للمرأة هو كذا حتى يكون معناها متماشي مع الأحلام التي بنتها لنا العولمة في الحقيقة أو النموذج الإسلامي؟ أرى أن الاثنين يسيران بنفس الطريقة، تقييد الإنسان عموما المواطن بصورة معينة حتى يكون مقبول في مجتمعه. أطرح عليك سؤال حول المرأة. نعم. Oui, oui, j'avais rajouté quelque chose. Oui, j'ai fait partie justement de Tal Haded sur lequel vous semblez d'accord, donc je pense pas que... Mais je pense que sa question elle est plus profonde que ça. En revenant effectivement au texte de Moussa Ben Arousli, qui parle, puis je savais, voilà, réformisme déplacé, puis je trouve déplacé, voilà, réformiste, enfin, en tout cas pas, voilà. Et comme quoi il y aurait une sorte d'excès d'interprétation, une sorte de forçage des textes. Alors on fait dire aux textes, puisqu'ils le disent, un peu par attrait, un peu par occidentalisme, c'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire c'est l'attrait de l'occidentalisme qui pousse certains intellectuels de Nahda à faire dire au texte islamique plus qu'ils ne veulent dire, et que pour toi et pour Tal Haded, entre autres, il y a possibilité d'être à l'écoute de ce qui se passe dans une société, que les intellectuels comme Tal Haded peuvent faire, et qu'il peut y avoir une sorte d'écoute aux possibilités d'une société. Et tu as parlé des promesses, des aspirations ouvertes, en reprenant ton expression de société ouverte, et des rêves que la mondialisation donne à chaque société et permet à chaque société de construire ses propres possibilités et ses propres aspirations. En dépassant le modèle occidental ou dit occidental. En tout cas, en ne se référant pas, en évitant de s'y référer. Oui. C'est une bonne question, c'est vrai, elle nous pousse à approfondir le débat. Et dans deux minutes, on laissera la parole à la salle. D'accord, je vais faire vite. Je suis d'accord avec M. sur cette question-là. Je n'ai pas écrit le contraire de cela. Je suis pour une approche du dedans, je le répète. Et si j'ai fait cette lecture de Tal Haded, c'est parce qu'il a fait une lecture du dedans des textes islamiques, mais en les interprétant de façon à ce que, parce qu'il y a des textes et des textes. Il y a des textes qui sont contraires à ce qu'a dit Tal Haded, et des textes très conservateurs. Il y a des contradictions au sein du Coran, je le dis, des contradictions flagrantes. Donc à partir de ce moment-là, pour celui qui a une éthique de responsabilité, je répète ce mot-là et permettez-moi de le marteler. L'éthique de responsabilité, c'est d'exploiter toutes les fissures, toutes les possibilités que le texte conservateur, fondateur d'une certaine culture puisse être dépassé. Moi, je suis pour le faire. C'est Assad qui a parlé des mains sales. Ici, il n'est même pas question de mains sales. Il est question de partir des textes qui se trouvent en possession de tout le monde, parce que tout le monde est musulman, et que tout le monde croit que ce sont les textes qu'il faut se suivre, et que tu ne peux pas leur changer la mentalité du jour au lendemain pour changer les cerveaux, tu enlèves ces cerveaux, tu en mets d'autres. Il faut dans toute cette étape, cette pédagogie du combat, cette pédagogie j'allais dire la propagande, mais c'est un terme très négatif, qui fait que dans la socialisation, dans l'éducation, dans le travail des clubs, dans le travail de la culture, dans le travail dans les quartiers, le travail associatif, la société civile prennent en charge ces questions-là et les défendent. Moi, je ne suis pas contre ce qu'a proposé Moussa. C'est peut-être sur cette question d'éthique de responsabilité que je suis d'accord avec lui. Le terme va bien et nous permet de bien nous situer sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, avant de donner la parole à la salle, peut-être simplement dire que cette éthique de responsabilité dans la relecture du Coran actuellement, j'ai l'impression, est en train d'être faite par les femmes, justement, qui s'emparent
du texte coranique, des hadiths, et qui le relisent à l'aune d'autres interprétations. Et ça, c'est quelque chose qui se fait à travers le monde. Non, bien entendu, pas toutes les femmes, mais en tout cas à travers le monde musulman dans son ensemble, et le monde occidental dans lequel sont présentes des musulmans et des musulmanes. Il y a ce mouvement, comme dans le judaïsme, comme dans d'autres modalités du christianisme, il y a une revisitation des textes qui peut être intéressante. Et juste pour une petite légère plaisanterie tout à l'heure, quand vous disiez on a besoin de se mettre sur les épaules des géants pour voir au loin. Quand je pense aux épaules des géants, sociologues, anthropologues et scientifiques du 19e siècle, il y a des travaux d'historiennes contemporaines, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, qui montrent que ces géants ont été géants parce qu'il y avait un travail de petites mains autour d'eux qui ont été souvent les secrétaires, leurs épouses, qui ont été les secrétaires des revues qu'ils ont présidées, et un travail vraiment très scientifique a été fait pour documenter cet équilibre et cette injustice, on peut dire, dans la visibilité. Je suis d'accord. Oui, non, mais voilà, enfin, c'est un fait, quoi. C'était juste pour dire, voilà, les géants étaient rarement tout seuls. Et donc, Raoula, si tu veux ajouter quelque chose, on donne la parole. Non, juste ce qui est intéressant pour revenir au terme, la conception du séminaire, c'est là aussi qui est sociologue et anthropologue, qui a une approche anthropologique aussi. Il a travaillé sur les conditions des femmes rurales. Oui. Alors que Hige, qui est littéraire, spécialiste de littérature et de civilisation arabe, elle a travaillé plus sur les typologies de masculinité et les identités sexuelles dites marginales. C'est ça, c'est le croisement, et c'est ça aussi l'exercice et l'engagement des chercheurs et des enseignants et dans l'exercice de l'enseignement et dans l'exercice de la recherche ou de la production de la recherche. Voilà. Allez, la salle. À la salle, et j'ai une petite question, peut-être s'il n'y a pas de réaction par rapport des questions, des commentaires. Je suis sûre que vous avez des questions quand même. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement à chaque fois, comme ça on sait d'où vous parlez. Certainement. Je suis Lorenzo Ghione, je suis un chercheur italien en relations internationales, du coup rien à voir avec ça, sauf de l'intérêt politique personnel, et je suis un appui scientifique à l'IRMC jusqu'à décembre. Doctorant ici. Doctorant, oui, c'est ça, pardon, c'est une présentation coupée à moitié. Et c'était très intéressant, toute la discussion en soi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, je pense, au final, et notamment les partages qu'on était en train de faire entre féminisme inspiré des mouvements occidentaux et féminisme islamiste, si les termes passables. Je me demandais, en fait, on est en train de raisonner sur quoi? Du coup, je pense que les noyaux de cette discussion, ça revient à ce que ça veut dire d'être féministe. Et c'est très intéressant aussi que, Carla, justement, vous mentionnez la différence des approches et ce que vous avez étudié, parce que c'est aussi très facile d'avoir des approches différentes dans les sens. Et là, je vais faire une citation à moitié, parce que c'est dans les années 80, il y avait un mouvement féministe dont je ne me rappelle pas les noms, qui est justement déclarer son envie et totale liberté dans le choix d'être housewife, genre femme de ménage et femme à la maison. Et du coup, je pense que là aussi, peut-être, les noyaux innovants seraient autour du fait de l'autonomie en soi. Bien sûr, on peut dire que de choisir de devenir femme de ménage, c'est clairement une construction qui, même si tu crois en toi que tu veux le faire, c'est clairement des superstructures patriarcales qui vont imposer un peu ça. Mais on n'a pas tous les privilèges d'aller étudier, de se barrer de notre famille, de pouvoir décider de laisser cet enfant à côté et partir pour avoir une carrière de succès. Et du coup, je me dis, est-ce que, selon vous, à ces points-là, ce ne serait pas vraiment les noyaux que ça peut prendre, ça peut toucher de la femme qui grandit dans une condition super défavorisée aux États-Unis ou en Afrique du Sud, en Italie, avec une classe bourgeoisie clairement plus élevée qui a le pouvoir aussi de revendiquer un féminisme
très classique et canonique, c'est-à-dire mon autonomie, ça s'est traduit dans le fait que je vais faire un boulot moi, je vais décider combien je ne vais pas garder mes enfants tout le temps parce que c'est pas mon rôle dans la société. Mon rêve, plutôt. Ouais, du coup, je me demandais, fermer cette question, c'était tout simplement, est-ce que c'est quoi les corps duquel on est en train de discuter? C'est quoi, selon vous, à ce point-là, vouloir dire être féministe au-delà des conditions et des classes sociales? Et les dernières questions, c'est juste, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi la position des gens, des BAN et tout vous que vous avez parlé à la table, sur la distinction qui justement a été faite, la distinction qui a justement été faite par vous, professeur Amri, sur l'égalité et la justice. Genre, est-ce que ces deux termes, est-ce que c'est quoi l'égalité, peut-être, aujourd'hui? Parce que je me reflète beaucoup dans l'idée d'une justice plutôt que d'une égalité. Bah, ça m'intéressait de savoir un peu vos opinions. Bah, merci beaucoup. Autre question, peut-être qu'on va ces questions. Des questions? Une petite question par rapport à donc étudiante en sociologie et activiste dans la société civile tunisienne. Une question par rapport à ce que M. Larousse vient de dire tout à l'heure, c'est par rapport à la citation de Marx. Comme si, ça me fait rappeler le mot qu'on utilise dans la société civile parfois en parlant des situations des minorités, c'est pas le moment, quoi. Vous avez dit que les sociétés doivent poser des questions à un moment bien précis. Et ceci, je veux faire un petit lien avec ce que Mme Hej vient de dire par rapport à Tahar Hadid à l'époque et la résistance au sein de la société tunisienne à l'époque. Et je me rappelle de Mohamed Tahar Ben Achour, par exemple, le grand décideur religieux qui a écrit dans son livre Sharia, un truc comme ça, une réponse takfiriya qui enlève qui marche que j'en coule mais ينزع الصفة الدينية carrément على Tahar Hadid. Donc ma question dans ce sens est que est-ce qu'on doit vraiment attendre que la population, entre deux parenthèses, la conscience populaire de faire une initiative, ou bien faire ce que Tahar Ben Hadid a fait dans les années 1930 et qui est placé réellement dans une condition universelle, pas que les mouvements de révolte qui régnaient dans tout le monde à l'époque, les questions de tajdid, qui a commencé dans tout le monde à l'époque et qui a été consolidé par le rôle de l'élite. Si on se permet de dire que nous sommes une élite, voilà, que nous sommes des sociologues, voilà, des anthropologues, voilà, des penseurs à la limite, est-ce que c'est notre rôle vraiment d'initier, d'être le sorte de locomotive qui tire et d'être consolidé par une volonté politique, citant les hommes tunisiens, Kenouarta, soit Bogiba ou autre? Je ne veux pas entrer dans ce discours de Bogiba ou Dario, mais réellement, est-ce qu'il y a un travail à faire au niveau de l'élite et au niveau de la volonté politique pour vraiment tirer la population, ou on doit vraiment attendre l'inverse? Merci. Une troisième question, s'il y en a. En fait, c'est juste une retendance. Je préfère dire que je suis juste une Ahmad Liège. En fait, ma remarque, c'est par rapport à l'égalité et la justice. Ce que j'ai compris, c'est que l'égalité, ça sera un outil justement pour arriver à la justice, mais personnellement, je pense que si on traite l'homme et la femme maintenant 50-50 d'une manière égale, ça ne sera pas juste. Donc voilà, en fait, je pense qu'on doit vraiment traiter en fait la question de la justice, en fait la justice avant, pour arriver justement à pouvoir traiter la femme et l'homme d'une manière égale, pour après pouvoir parler de la justice. C'est un cercle vicieux en fait que je n'arrive pas vraiment à prendre la décision si ça sera vraiment important de parler de l'égalité ou bien de la justice ou bien l'inverse, parce que je pense que
Oui, en fait, je pense que Vous avez bien ça compris sera le problème, je crois. ça sera vraiment aussi important de parler de l'aspect psychologique parce que là, en tant que femme née en Tunisie, j'ai beaucoup d'héritage de la famille, de la société qui rend difficile de me traiter de la même manière qu'un homme qui a eu en fait un traitement différent et aussi je pense qu'il est victime dans quelques aspects Il y a beaucoup d'attentes aussi. Ouais. Donc c'est vraiment, à mon avis, il faut vraiment traiter le sujet ou la question en prenant en considération l'aspect psychologique. En fait, c'est en parallèle aussi de la sociologie parce que finalement c'est vraiment lié. Donc voilà, c'est pour justement répondre à votre commentaire concernant la justice et l'égalité en fait, c'est ça. Donc, merci beaucoup. D'autres questions ou bien on n'a pas le temps d'en prendre d'autres. Si on peut finir à l'heure. Donc concernant la question de l'égalité et la justice posée par notre ami italien, l'égalité a plus d'accointance quantitative, de signification quantitative. On dit 50-50, c'est l'égalité. Quand on a parlé de la parité en Tunisie concernant les listes électorales, on a voulu que ce soit égal, c'est-à-dire 50-50 entre les hommes et les femmes, que ce soit des listes ou bien au niveau de l'alternance entre les candidats, les listes des trucs. Donc c'est une question quantitative en fait, quand elle est mise sur le tapis politique. Quand elle est mise sur le tapis politique, c'est-à-dire comme revendication d'un mouvement politique qui veut qu'il y ait évidemment autant d'hommes que de femmes dans tel ou tel au niveau des candidats, du moins. Et puis, il y a aussi l'idée dans l'égalité d'être tous sur le même niveau. C'est-à-dire qu'on est tous, on emploie le terme de les dents comment c'est les dents du peigne. C'est difficile de transfert d'un registre à un autre. Donc l'égalité c'est ça. On n'admet pas qu'il y ait un dépassement d'un individu sur les autres. C'est l'égalité. D'ailleurs, le communisme est fondé sur l'idée de l'égalité. Tous les individus s'équivalent, sont égaux, sont trucs. La justice, non. La justice, c'est quand on dit, bon, je le répète, à chacun selon son travail. C'est-à-dire que vous travaillez plus, vous vous levez tôt le matin à 5 heures, hein, votre partenaire, homme ou femme, se lève à 9 heures du matin, hein, vous travaillez plus que lui, pour éviter... Là, c'est pas juste. Là c'est pas juste, voilà. Donc la justice, c'est que vous prenez ce que vous méritez, et lui ou elle prennent ce qu'elle mérite ou lui mérite. Donc à partir de ce moment-là, la justice est un principe qui englobe l'égalité à une époque précise de l'évolution de la société. On voit très bien l'importance de la société pour déterminer l'importance des mots, la pertinence de la société dans la fixation du contenu sémantique d'un mot. Donc à partir de ce moment-là, je dis que ma société, nos sociétés ont besoin aujourd'hui, dans le cadre des mouvements féministes que nous voyons, dans le cadre de la condition des femmes que nous voyons, les femmes ont besoin de justice plus que d'égalité. Cela étant dit, on peut, pour des raisons diverses, de conscience politique, de mobilisation, de présence des partis politiques qui sont sensibles à ces questions, de société civile, on peut dire, je passe par l'étape de l'égalité pour que je puisse par la suite avancer davantage. Je multiplie d'abord le nombre par la notion d'égalité 50-50, puis par la suite, je pourrais poser la question de la justice. Mais une fois arrivé à une société donc juste, on va essayer de revendiquer
Là, c'est parce que les esprits seraient prêts. Il n'y aurait plus les mêmes obstacles que nous avons maintenant, pour que les gens admettent l'idée que l'individu, quel qu'il soit, est égal à un autre individu. L'essentialisme, hein, l'essentialisme pourrait trouver un sens. Même l'essentialisme, même ce que nous considérons aujourd'hui comme négatif, l'essentialisme, peut un autre jour, dans un autre type de société, devenir, pas le terme essentialisme lui-même en tant que tel, mais un équivalent, devenir à sens. He makes sense. Ça, c'est l'évolution de la société. Par la même, je voudrais répondre à Mme Haïfa. Comme Marx dit que les sociétés ne se posent que les problèmes qu'elles peuvent résoudre. Marx, quand il dit cela, ça ne veut pas dire que vous et moi, quand on a le moyen de jouer notre rôle d'élite, de participer, de conscientiser, de ne pas le faire. Bon, nous devons le faire. Mais moi, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de l'élite, parce que de l'élite seulement. Moi, je parle de la société en entier, et ce n'est pas à l'élite. D'ailleurs, elle ne peut pas, l'élite seulement, s'il n'y a pas des conditions, non seulement d'accompagnement, mais des conditions déterminantes autres que l'élite, qui sont là pour changer donc, la société. Ce que vous voulez dire, c'est que Taha al-Haddad, il n'a pas enclenché un mouvement tout seul. Il n'est pas enclenché. D'abord, si on parle, si on revient à Taha al-Haddad, il a vécu au sein des partis de gauche. Il a emprunté le terme égalité avec le terme islamique. Il a aussi eu le terme occidental du terme égalité. Il a vécu dans les milieux de gauche. Il a vécu avec les socialistes, il a vécu avec les communistes, il a vécu avec les syndicalistes. Il s'est mis dans un milieu wafd qui est venu de l'extérieur, avec aussi un attirail d'idées, d'approches, et lui a été sensible. Il a lu Marx, il a dit le professeur Marx. Il parle de Marx en disant le professeur Marx, et il le cite, et puis il a été soutenu en gros par ces mêmes milieux auprès desquels il a trouvé ses ressources mentales et intellectuelles. C'est Finidori qui l'a soutenu quand il a été mis au banc de la société, quand les enturbanés de l'Azhar, et même le résident général était contre lui. Le résident général français était contre lui, et pour lui, il est du côté des conservateurs, le résident général français. Donc à ce moment-là, on comprend qu'il y a une question d'intérêt important. Le bey était aussi du côté du résident général. Donc c'est la société, le politique, tout un ensemble de phénomènes qui font qu'une société aussi change et bouge. Cela ne veut pas dire que je me dis, tant que les autres ne font rien, tant que la société n'est pas en train de manger dans son fond, avec tous ces acteurs-là que je viens de citer, moi je me croise les bras et je m'en fiche. Non. Chacun de son côté doit agir, et tu as raison de dire que nous avons un rôle des élites. Bon, il faut savoir le poids que nous avons aussi. Il faut que, parfois, quand tu as un poids, tu es aussi. Tu fais peur aussi. Il faut parfois savoir aller mollo, passer par un truc et savoir faire bouger les choses de manière comme un maillon faible. Il y a toute une théorie sur le maillon faible qui fait plus que le maillon fort. En tout cas, c'est chacun selon sa responsabilité. Voilà, chacun selon sa responsabilité. Il ne faut pas se croiser les bras. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai été militant, je me suis battu, j'ai fait ce que j'ai pu. J'imagine que l'on doit continuer tous sur la même voie pour les minorités, pour autre chose et pour ça. Mais quand je parle en sociologue de la société, je ne dois pas prendre mes désirs pour des réalités. La société est en train de fonctionner comme ça, je dois tenir compte de ces facteurs-là, tout en bougeant sur le plan subjectif, tout en étant actif. Je suis dans une association, je fais ce que je peux, j'écris, et le fait d'écrire, c'est aussi militer. Voilà. Merci, Sylvain. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en une minute ou deux maximum? Comment tu parles de ça?
Par rapport à vos travaux, votre point de vue. بالنسبة لي يعني ما يهمني في هذا الكتاب هو خاصة هذا الجانب النقدي إن صح التعبير الذي وجدته في كثير من تقريبا في 3 أو 4 مقالات. هناك نقد عميق في الحقيقة لمفهوم المساواة بين الجنسين وكيف تم تداوله من قبل النخب المثقفة بمختلف أطيافها وتياراتها. ثم ثانيا يعني البحث في أسباب استمرار الظلم المسلط على المرأة وخاصة بالعودة إلى التمثلات التمثلات التي يعملها هذا المجتمع عن المرأة والتي من مصادرها الشريعة الإسلامية بالأساس إضافة إلى الأمثال إلى الأساطير إلى جملة من الخلفيات. هذا الكتاب مهم هذا لا أنفيه ولكن كما قلت كنت أبحث فيه عن مقال ما يتحدث عن أيضا كما قلت المساواة الجندرية وليست المساواة بين الجنسين. C'est un mot dans le prochain. المساواة النوعية الجندرية النوع الاجتماعي وليست فقط المساواة بين الجنسين تجعلنا دائما لماذا؟ لأننا أمام المحافظة على النظام الثنائي للمجتمع يعني لا نعترف إلا بهذين الهويتين الجندريتين. Les deux identités هذين هما اللي مستعفين بهم رجل امرأة الصراع مستمر. J'ai dit il faut amender la société. C'était pas une question de sexe liée entre deux entités, l'homme et la femme. J'ai dit qu'il y a plus important que cela, c'est changer la société, amender la société. Donc مقاربة جندرية هذه مش مقاربة جنسية جنسانية. أتحدث عن المصطلح في حد ذاته. هذا يذكرني أيضا في استعمال مصطلح المرأة يعني في هذه السنة في ندوة هذه السنة بكلية الآداب بسوسة كان عنوان الندوة المرأة والمواطنة. وقع طرح معناها العنوان محل جدل لماذا المرأة؟ لم يعد حديث عن المرأة، لم يعد هناك هوية واحدة للمرأة، هناك نساء، هناك تنوع في هذه الهويات. لا أتحدث عن لكن هناك مشكلة مصطلحات، يعني نحن اليوم نتجاوز هذه المصطلحات التي كانت بدايات النسوية في الخمسينات الستينات السبعينات تطرحها معناها سواء كان في المشرق أو في المغرب. لكن اليوم نحن أمام انفتاح ما بعد النسوية أصلا ما بعد النسوية يجب معناها من المفروض كنت أنتظر أن يكون هناك لم يكن لي علم ولا ممكن شاركت كما قالت عايشك الله يخليك. En fait, je voudrais qu'il passe à la notion de genre que tu considères un peu comme un progrès dans la recherche, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Et donc au post-féminisme, tu es pour le poste. Quoi. Bien sûr. Voilà. Si tu es dans le pré, oui, elle est dans le poste. Moi, je te taquine. C'était pour clôturer et lever notre séance, on pourrait se mettre d'accord pour dire que c'est tout l'intérêt d'être nombreux à travailler sur ces questions-là et de pouvoir avoir des espaces comme celui-ci pour échanger. Et voilà, évidemment, comme vous l'avez dit, les choses avancent, les choses sont ouvertes et les thématiques aussi et les manières de les appréhender également. Donc vraiment, merci beaucoup à Il y a le livre qui se trouve là-bas, c'est Avendira pour l'association, c'est destiné à l'association.